Bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. Premier webinaire de la série des webinaires d'hydrogène de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, on va adresser le marché de l'hydrogène. C'est le webinaire qui va être avec une vue très high level sur l'hydrogène. Déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui? Quelles sont ses applications? Et ensuite, qu'est-ce que Dassault Systèmes fait dans l'hydrogène, dans le domaine de l'hydrogène? Qu'est-ce qu'on a créé à ce sujet? Et comment on adresse les challenges de ce marché? Ce webinaire, donc, comme je dis, est le premier d'une série. Demain, nous aurons un webinaire qui va être aux mêmes horaires, donc 11 heures midi, et qui va adresser la partie design, donc vraiment plus technique, design d'un électrolyseur et d'une plaque bipolaire. Donc, comment on design cette partie-là et comment on fait fonctionner différentes applications de Dassault Systèmes, notamment SolidWorks, CATIA et autres, afin d'augmenter la performance de notre électrolyseur, d'augmenter l'efficacité de notre design et aussi l'intégration de cet électrolyseur sur site. Le troisième webinaire de la série, ce sera donc après-demain, qui adressera la partie simulation. Donc la simulation, c'est un challenge très important aujourd'hui dans l'hydrogène. Comment éviter les fuites d'hydrogène, comment améliorer l'efficacité de notre plaque bipolaire, de notre électrolyseur et de notre pile à combustible, et faire de la simulation multidiscipline et multi-échelle, donc à la fois micro, macro et multidiscipline, à la fois thermique, électrique, fluidique. Et enfin, pour terminer cette série de webinaires, on terminera avec la partie After Sales, donc le service après-vente et la maintenance des équipements. Quand on parle durabilité, quand on parle environnement avec l'hydrogène, il faut aussi parler durabilité de l'équipement et faire en sorte que celui-ci dure forcément plus de 5 ans. Sinon, on n'est plus dans le thème. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis Clara Wilberger. Je travaille chez Dassault Systèmes dans l'industrie des équipements industriels. Chez Dassault Systèmes, on est divisé en plusieurs industries. Et ma spécialité, c'est l'hydrogène, donc la production d'hydrogène vert. Comment améliorer notre stratégie dans l'hydrogène vert, comment améliorer les équipements de production d'hydrogène propre, donc à la fois les électrolyseurs, mais aussi je vais adresser la partie distribution avec les stations de recharge d'hydrogène, la partie utilisation avec les piles à combustible, que ce soit des piles à combustible de mobilité ou piles à combustible stationnaires pour adresser des usages à plus grande échelle, tels qu'une usine, par exemple. Donc aujourd'hui, l'agenda de notre journée, tout d'abord, on va avoir une introduction sur l'hydrogène. Donc peut-être que vous connaissez déjà très bien le sujet, peut-être que vous êtes totalement novice sur le sujet. Et mon but aujourd'hui, c'est de ne pas poser la question si vous êtes novice ou pas, c'est de tout simplement partir du constat que personne ne connaît l'hydrogène. Donc qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi on s'y intéresse? Les chiffres clés, notamment du marché aussi. Quels sont les investissements mondiaux? Quelle est la part de l'hydrogène dit propre aujourd'hui dans l'hydrogène mondial produit? Et ensuite, quels sont les investissements en fonction des différents types d'applications et d'équipements? La chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, ça ne s'arrête pas seulement à l'application, notamment aux piles à combustible. C'est vrai qu'on parle beaucoup de piles à combustible, mais ça ne s'arrête pas là du tout. Il y a énormément d'autres acteurs sur le sujet, et notamment les électrolyseurs, les pipelines, etc. Donc, on va s'intéresser à ça. Les challenges de l'hydrogène. Sinon, qu'est-ce que serait un sujet intéressant sans challenge? On va adresser donc les trois gros challenges de l'hydrogène aujourd'hui. Et ensuite, comment les solutions de Dassault Systèmes adressent ces challenges-là, donc à travers différentes applications et différents process métiers que nous adressons aujourd'hui. Enfin, quelques clients. Beaucoup ne sont pas publics, quelques-uns le sont. Donc, on parlera de deux, trois clients qui sont publics pour vous montrer un petit peu notre empreinte dans le domaine. Et enfin, Dassault Systèmes en parle. En effet, aujourd'hui, on est de plus en plus présent dans l'hydrogène, même si c'est un sujet qu'on adresse depuis longtemps, notamment avec ses usages très traditionnels. Nous parlons aujourd'hui beaucoup aussi de l'hydrogène propre et notamment à travers des white papers, la série de webinaires ou encore des articles que vous pourrez aller regarder soit sur notre site internet, soit sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir notamment sur mon profil ou le profil d'autres personnes d'Asso Systèmes. On est beaucoup à parler d'hydrogène aujourd'hui. Donc tout d'abord, l'introduction de l'hydrogène.
Si on remonte un petit peu dans le temps, on va retourner au collège, en cours de chimie. Je pense que vous vous souvenez tous de cette expérience. En tout cas, beaucoup d'entre vous ont dû la faire. Donc, c'est une expérience qu'on avait fait avec de l'eau salée, une pile et deux crayons. Et bien, cette expérience-là, qui permettait du coup d'injecter de l'électricité dans cette eau salée à travers des crayons, permettait de séparer l'eau, donc H2O, en oxygène et en hydrogène. Ben, devinez quoi? La réaction chimique dont vous avez été témoin à l'époque est un élément qui est clé aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, à 14 ans, vous y avez déjà la solution, en tout cas une des solutions au réchauffement climatique. Donc cette expérience, elle s'appelle l'électrolyse de l'eau. Et c'est l'une des façons de créer de l'hydrogène. Sur Terre, l'hydrogène, c'est un des éléments les plus répandus, donc que ce soit sur Terre ou dans l'univers, et notamment sur Terre, très répandu dans l'eau. C'est difficile de le trouver de manière pure. Généralement, il va être accompagné d'un autre système, notamment dans l'eau, H2O, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Lorsque vous utilisez donc de l'énergie renouvelable, éolienne, photovoltaïque, donc solaire ou hydraulique, pour séparer de l'oxygène de l'hydrogène qui est présent dans l'eau, vous créez ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydrogène vert ou l'hydrogène dit propre, c'est-à-dire que vous réduisez les émissions de CO2 durant la production de cet hydrogène. Contrairement à cela, forcément, si vous utilisez du charbon, vous brûlez du charbon pour faire de l'électricité, pour faire fonctionner cette électrolyse de l'eau, vous allez quand même créer beaucoup d'émissions de CO2. Donc, cette réaction chimique, qui est faite à partir de l'électrolyse de l'eau, à l'époque, vous aviez seulement un verre d'eau salée et deux crayons et une pile. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un électrolyseur industriel. Donc, ça n'a pas du tout la même tête, mais le but aujourd'hui, c'est de l'appliquer à des usages beaucoup plus industriels. Comment alimenter une usine en électricité propre grâce à un électrolyseur industriel, notamment. Comment produire à grande échelle de l'hydrogène afin de pouvoir l'appliquer à différentes applications industrielles. Ça va être à travers cet électrolyseur industriel, donc cet équipement industriel qui peut être plus ou moins grand en fonction notamment de la performance qui est attendue par la suite. Donc, je parle beaucoup d'hydrogène propre, d'hydrogène vert, mais finalement, l'hydrogène ne s'arrête pas seulement à la couleur verte. Il faut savoir que l'hydrogène adresse un panel de couleurs énorme. On entend parler d'hydrogène violet, d'hydrogène jaune, d'hydrogène turquoise, brun, gris et vert. Pourquoi nous, aujourd'hui, on s'intéresse à l'hydrogène vert? C'est tout simplement parce que les autres types d'hydrogène vont quand même émettre des émissions de CO2. Et le souci aujourd'hui, c'est que nous, on est là pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, ça va passer à travers la réduction des émissions de CO2. C'est pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène vert et pas aux autres couleurs. L'hydrogène vert, ça signifie que je vais utiliser des énergies renouvelables, éoliennes, solaires, afin d'alimenter en électricité mon électrolyseur, donc la grosse machine qu'on a vue juste avant, de créer de l'hydrogène. Hydrogène dit vert ou propre, en fonction des termes. Il y a une terminologie qui est assez différente en fonction des médias, en fonction des industries ou en fonction des clients que vous allez avoir. Et enfin, cet hydrogène, je vais pouvoir le transformer grâce à des pipes sous terre ou le stocker dans des réservoirs d'hydrogène et l'exporter à travers des voies maritimes, par exemple, afin ensuite de l'utiliser dans plein d'applications différentes. Par exemple, la mobilité, on en parle souvent, mais c'est pas du tout, même si c'est la plus connue, c'est pas la plus importante. On va aussi avoir de l'usage dans des grosses industries, l'industrie lourde, et on en parlera par la suite. Aujourd'hui, on considère que la consommation mondiale d'énergie, elle est alimentée à 20% par les électrons, c'est-à-dire sous forme d'électricité. Donc cela signifie que 80% restant de l'énergie utilisée dans le monde l'est sous forme de molécules. Donc 80% de l'énergie qu'on utilise est moléculaire. Du gaz naturel, du pétrole, du charbon. Donc alors que le monde aujourd'hui progresse énormément dans l'électricité verte, on en parle beaucoup,
il faudrait aussi qu'on se penche sur les molécules, parce que ça représente 80%. C'est dommage de se pencher seulement sur les 20% d'électricité, alors que 80% pourraient aussi être rendues plus vertes. Pensez par exemple au secteur de l'industrie, des transports, du chauffage, de la climatisation. Ils sont tous alimentés par des molécules. On en a besoin de ces molécules, notamment en termes de matières premières, mais aujourd'hui majoritairement alimentés par du gaz naturel, par du charbon, par du pétrole. Et donc, ça émet beaucoup d'émissions de CO2. Vous allez me dire, pourquoi on ne ferait pas en sorte d'électrifier toute notre économie? Ouais, c'est ma petite tête sur mon scooter électrique. En effet, je suis la première persuadée que l'électrique et les électrons peuvent améliorer notre empreinte carbone sur le monde, la réduire notamment. Et cela passe à travers les petits moyens de mobilité, comme le scooter électrique que vous voyez ici. Mais ce n'est pas possible de tout électrifier, parce qu'il y a des industries qui utilisent l'hydrogène ou qui utilisent les molécules comme matière première. Et cette matière première, elle peut pas être remplacée par les électrons. Donc, on a besoin de ces molécules-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas remplacer une molécule par une autre potentiellement plus verte? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, notamment à travers la métallurgie. Donc, la métallurgie, c'est comment créer de l'acier. Pour fabriquer de l'acier de manière très traditionnelle, on va extraire d'abord du minerai de fer, puis le brûler avec du charbon pour éliminer l'oxygène qui est présent dans le mélange de fer. Donc, vous brûlez ce charbon et vous émettez du CO2. Et aujourd'hui, 9% de nos émissions de CO2 mondiales sont liées à ce process-là, juste à ce processus de comment brûler une molécule, finalement, comment brûler une molécule de charbon dans la métallurgie afin de produire de l'acier. Aujourd'hui, les électrons, donc les 20% qu'on voyait tout à l'heure, ils ne sont pas capables de créer cette réaction chimique que fait le charbon. Ils ne sont pas capables de ça. Par contre, les électrons, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent alimenter un appareil qui va créer de l'hydrogène vert. Donc, grâce aux électrons, vous allez alimenter votre électrolyseur à partir d'énergie renouvelable, de préférence, sinon c'est plus de l'hydrogène vert. Cet électrolyseur, il va créer de l'hydrogène vert. Et cet hydrogène vert, cette molécule, a les mêmes capacités chimiques que celles du charbon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut remplacer le charbon par l'hydrogène vert afin de créer ce qu'on appelle de l'acier vert. Et donc, remplacer l'hydrogène vert, enfin, remplacer le charbon par l'hydrogène vert permet de réduire à peu près à hauteur de 95% les émissions de CO2 de ce processus. C'est-à-dire réduire à hauteur de 95% les 9% des émissions de CO2 mondiales. C'est énorme. Et on parle juste du process de métallurgie aujourd'hui. On ne parle pas de toutes les autres industries qui peuvent être décarbonées grâce à l'hydrogène vert ou à d'autres types de molécules potentielles. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, donc, le monde, il se tourne de plus en plus vers l'hydrogène vert, vers l'hydrogène propre, parce qu'il permet de coupler efficacement ces secteurs qui sont difficiles à décarboner, finalement, comme la métallurgie, avec de l'électricité verte. Donc, un électrolyseur qui est connecté à la production d'énergie solaire ou éolienne transforme les électrons verts en molécules vertes. Donc, l'hydrogène vert transforme notre électricité renouvelable en un vecteur énergétique qui est extrêmement polyvalent et très dense en énergie. Aujourd'hui, cette molécule propre, dite propre, est déjà utilisée dans un large éventail d'applications. Elle peut être directement brûlée, notamment comme carburant, et n'émet aucune émission de CO2. Elle peut être transformée en carburants qui sont dérivés de l'hydrogène, comme l'ammoniac vert, le méthanol vert, qu'on retrouve notamment dans le transport maritime mondial. L'hydrogène vert peut aussi être stocké au fil des saisons sans perte d'énergie afin de répondre aux problèmes des énergies intermittentes et de l'utilisation des énergies intermittentes, notamment le photovoltaïque ou l'éolien. On n'a pas toujours du vent, on n'a pas toujours du soleil et encore moins en France, à part en ce moment avec la tempête. Ça peut aussi être utilisé donc, dans les piles à combustible pour produire de l'électricité en n'émettant que de l'eau, comme en Norvège pour un agriculteur local, en Grèce
pour une grande ferme agricole ou encore en Espagne pour un immense élevage de bétail. Donc, vous voyez, il y a différentes applications possibles et aujourd'hui, c'est le cas. Donc là, j'ai pris 3 exemples concrets qui existent, hein. Vous pouvez aller regarder sur Internet, il y a pas mal de renseignements dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout les seuls et ça commence à grandir énormément dans le monde entier. Et on remarque quand même ici que c'est beaucoup aussi dans l'agriculture. Moi, je vous ai montré l'industrie lourde. Là, il y a l'agriculture et il y a la mobilité, mais ça, je ne vous en parle pas parce que tout le monde en parle déjà. Les chiffres clés aujourd'hui. En termes de chiffres clés, on entend énormément de chiffres. C'est compliqué de savoir quels chiffres sont intéressants. Des milliards de dollars d'investissement d'ici 2030 dans l'hydrogène, notamment 240 milliards de dollars mondial, 200 milliards d'ici 2050 juste dans les équipements pour l'hydrogène vert. Mais le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. C'est-à-dire que d'ici 2050, la plupart des analystes estiment que l'hydrogène propre représentera entre 60% et 80% de l'hydrogène produit mondialement. Ok, intéressant. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est combien il représente aujourd'hui. Parce que là, c'est d'ici 2050. On est en 2023. En 2023, ça représente seulement 1% de l'hydrogène produit. C'est-à-dire que en 25 ans, on va faire fois 80. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chiffre-là et que ça donne un petit peu d'espoir dans la production d'hydrogène propre. Là, vous avez les chiffres clés. Maintenant, quelle est la chaîne de valeur? Donc, la chaîne de valeur de l'hydrogène, en tout cas, beaucoup d'entre nous connaissent surtout l'utilisation d'hydrogène. Donc, la dernière colonne. La dernière colonne, c'est les piles à combustible pour les bâtiments, donc piles à combustible stationnaires ou piles à combustible pour la mobilité, la production de l'acier vert, donc on en parle juste avant. D'accord. Mais avant ça, il y a une chaîne de valeur qui est très, très vaste, qui va partir tout d'abord de la production d'électricité. Encore une fois, si on n'utilise pas l'éolien ou du photovoltaïque ou de l'énergie renouvelable tout court, on n'a pas d'hydrogène dit vert. Par la suite, on va avoir la production d'hydrogène qui va passer à travers des équipements différents, notamment l'électrolyseur. Mais il va y avoir aussi les équipements de carbone capture. Si vous décidez de faire de l'hydrogène à partir du charbon et de recapturer votre émissions de CO2 par la suite, ce qui est possible et qui existe déjà dans beaucoup de process industriels. Et ensuite, les producteurs d'hydrogène, donc ils vont acheter des électrolyseurs. Par exemple, on en voit ici, j'en ai marqué quelques-uns, Airproduct, Life, H2V, des producteurs d'hydrogène qui vont acheter des électrolyseurs, les implanter sur site, produire de l'hydrogène, revendre cet hydrogène, l'exporter. Ensuite, vous avez le stockage, la liquéfaction, le transport et l'hydrogène. Donc ça, c'est finalement des usages assez traditionnels du gaz. La distribution d'hydrogène, ce qui va être un petit peu nouveau, ce ne sont pas les pipes, mais ça va être les stations-service, stations d'hydrogène. Comme une station-service classique aujourd'hui avec notre pétrole, avec notre essence, mais fait à partir d'hydrogène, enfin, qui va distribuer l'hydrogène. Aujourd'hui, sur les 240 milliards de dollars qui sont investis mondialement dans l'hydrogène, 65% de cet argent est investi dans la production d'hydrogène, donc dans les équipements. Donc les électrolyseurs, la carbone capture et la production d'hydrogène. Enfin, les producteurs d'hydrogène. 10% est investi dans la distribution, le stockage, la liquéfaction. Pourquoi? Parce que comme je disais juste avant, c'est vraiment 2 process très traditionnels. C'est-à-dire que l'hydrogène soit propre ou pas, on utilise la même chose, les mêmes équipements, les mêmes pipelines. Ce qui va juste changer un petit peu, c'est les stations-service, parce qu'avant, il n'y en avait pas vraiment des stations de recharge d'hydrogène. Mais à part ça, c'est vraiment le même écosystème. Donc, on n'investit pas énormément dedans, à part dans les stations de recharge. Et enfin, 25% de ce budget va être alloué à l'utilisation d'hydrogène. Donc, comme je disais, la mobilité, l'alimentation d'une usine en électricité, en hydrogène ou encore en matière première par rapport à, par exemple, l'industrie lourde et donc l'acier vert, mais pas seulement, le e-méthanol, le e-ammonia, etc. Donc, maintenant, on a vu les chiffres clés, on a vu la chaîne de valeur, on a vu qu'est-ce que c'était l'hydrogène et pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène vert. Quels sont les challenges? Donc, les challenges, il y en a 3 principaux.
Donc là, je vous conseille de baisser un tout petit peu le son de votre ordinateur si vous l'avez à fond dans les oreilles, parce que ça risque de faire mal aux oreilles. It's okay. So put it, and they look so good too. Sorry, Brooke, I can't hear you anymore. Okay, good. Okay. So now scoop up some bubbles. Good. Okay. Okay, good. So scoop. Oh, good. And so now we light them on fire. Isn't that amazing? See? Voilà, donc le premier challenge, c'est la sécurité. En effet, l'hydrogène, c'est un gaz qui n'a pas d'odeur, qui est invisible à l'œil nu et qui est très inflammable. Et malheureusement, qui fuit facilement. Donc, il faut identifier ces flux d'hydrogène et il faut faire en sorte aussi d'assurer la durabilité des équipements le plus possible pour assurer la sécurité des usagers et des personnes environnantes. Ensuite, l'efficacité. L'efficacité, c'est le deuxième challenge de l'hydrogène aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui, la consommation énergétique qu'on va mettre dans notre équipement pour produire de l'hydrogène, donc notamment l'électricité, va être supérieure à l'énergie produite, c'est-à-dire l'hydrogène produit à la fin. Bon, c'est pas très intéressant, c'est dommage. Mais aujourd'hui, énormément d'entreprises travaillent en termes de R&D, à travers le design, à travers la simulation, à travers les tests physiques et virtuels, afin d'améliorer la consommation, de réduire cette consommation énergétique et d'améliorer l'output, c'est-à-dire l'énergie produite. Et enfin, troisième, mais pas des moindres, le coût. En effet, aujourd'hui, votre électrolyseur, il coûte très cher. 50% notamment du coût donc, va venir à gauche lié, enfin, du coût finalement de votre stack global va venir de la production d'énergie renouvelable. Mais on sait aujourd'hui que les énergies renouvelables tendent à baisser en termes de coût. Et que ça va être le cas et ça va continuer sur les prochaines années. Donc, ce n'est pas un vrai problème, c'est un problème actuel, mais c'est quelque chose où on sait déjà, c'est déjà validé que ça va baisser. L'autre problème qu'on a, c'est du côté donc, de la cellule à l'intérieur de notre électrolyseur. Là, dans la cellule, il y a deux coûts qui sont très élevés, qui sont la membrane et les plaques dipolaires. Notamment, dans la membrane et dans les plaques dipolaires, on va souvent utiliser des métaux rares. Donc, des métaux rares pour le coating de nos plaques, pour faire en sorte qu'on améliore la durabilité de notre équipement, de nos plaques, parce que l'hydrogène, c'est très corrosif, par exemple. Et donc, on va mettre du platine, on va mettre de l'or, et là, ça coûte très, très cher en termes d'environnement déjà pour l'extraction, et aussi tout simplement en termes de coût. Donc ça tend à être réduit aujourd'hui. Il y a notamment des entreprises que j'ai déjà vues sur les salons, je crois, qui font du coating à partir de carbone, enfin voilà, de choses un petit peu moins chères environnementalement parlant ou chères financièrement parlant. Et enfin aussi, ce qui va coûter cher, c'est que ces plaques bipolaires et ces membranes sont sont empilées sous forme de couches dans ce qu'on appelle la cellule. Et cette cellule va parfois avoir 15, 20, 30, 500 couches différentes. Donc plus la cellule est grande, plus ça va coûter cher. Donc le but, c'est quand même de faire des économies d'échelle à terme. Et donc réduire le coût au moins de la cellule à l'unité. Donc, chez Dassault Systèmes, pour vous faire une courte introduction tout à l'heure, en m'introduisant, je vous ai dit que je travaillais dans l'industrie des équipements industriels. Il faut savoir que chez Dassault Systèmes, on a 11 industries différentes. Et donc, vous voyez, celle qui est entourée en vert, c'est la mienne, les équipements industriels. Nous ne sommes pas la seule à travailler dans l'hydrogène. Il faut savoir que beaucoup d'industries différentes travaillent sur ce sujet. Et que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir vers moi. Et après, soit je vous renverrai sur des personnes qui sont plus à même de répondre à vos questions en fonction du domaine d'application, notamment marine and offshore, high-tech ou encore aérospatial, ou ça pourrait être moi. Donc, dans les équipements industriels, on adresse énormément de segments différents, notamment les segments des équipements Power and Fluidic Equipment, où dedans on trouve les électrolyseurs et les fuel cells. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe et que je parle beaucoup. Ça m'arrive souvent. Au niveau des solutions, donc pour la chaîne de valeur de l'hydrogène, nous avons énormément de solutions différentes qui adressent différents process de création d'électrolyseurs. Premier process va être l'analyse de marché. Imaginons, je suis un fabricant d'électrolyseurs.
j'ai envie de savoir quels sont mes concurrents sur le marché. J'ai envie de savoir quels sont les investissements mondiaux dans le marché. J'ai envie de savoir quelles sont les plus grandes entreprises, quels sont les nouveaux arrivants, les nouveaux players, les startups. Est-ce que moi-même, je peux avoir un budget en tant que startup? Quelles sont les innovations sur le sujet? Par exemple, je suis un électrolyseur, un fabricant d'électrolyseurs, je fais un électrolyseur alcalin, et ben, je vais me renseigner sur les PEM, je vais me renseigner sur les SOEC, je vais me renseigner sur les AEM. Donc, quelles sont les nouvelles technologies, quelles sont les nouvelles innovations sur le sujet? Nous avons forcément donc, une solution sur ce sujet. Deuxième solution que nous avons, ça va être la simulation. Donc, ici, vous avez deux types de simulation. Simulation multi-échelle et multi-physique pour les plaques, les piles à combustible, mais aussi pour les électrolyseurs. Donc, on sait que dans une cellule, que ce soit pile à combustible ou électrolyseur, ça se ressemble énormément. Mais chez Dassault Systèmes, nous avons quand même voulu différencier les deux parce que comme on travaille par industrie, les usages restent assez différents. C'est pour ça on a fait à la fois un design de pile à combustible et à la fois un design d'un électrolyseur que je vous montrerai un petit peu après. Ensuite, je vais pouvoir faire le design et l'ingénierie de mon équipement, de mon électrolyseur, notamment le piping et tubing. Comment faire les pipes à l'intérieur de mon électrolyseur et comment faire en sorte de les intégrer sur un site avec un real usage context, donc c'est-à-dire un usage, un contexte réel d'utilisation. Donc, par exemple, une usine avec des HVAC, avec du stockage pour mon hydrogène et comment je vais relier tout ça à mon électrolyseur pour ma production d'hydrogène. La fabrication, donc on est un fabricant d'électrolyseurs, mais on n'est pas forcément un fabricant de plaques bipolaires. C'est-à-dire qu'on fait notre électrolyseur, mais parfois, à force de parler avec des clients, avec des prospects, je me suis rendu compte que parfois, ils ne faisaient pas eux-mêmes leurs plaques bipolaires. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de montrer aussi cet échange. Donc ça, c'est si vous êtes intéressé par ça, moi, je pourrais vous faire une démonstration par la suite avec moi ou des experts sur le sujet. Des échanges entre un créateur de plaques bipolaires et un créateur d'électrolyseurs. Des échanges de données notamment. Par exemple, moi, en tant que fabricant d'électrolyseurs, je veux une plaque bipolaire qui réponde aux attentes de mon client en termes d'efficacité. Mais il faut que cette plaque bipolaire, elle soit usinable par les machines du fabricant de plaques bipolaires. Donc là, il va y avoir des échanges de données, des simulations à faire, du test. Donc ça passe à travers la fabrication. Il y a aussi tout ce qui va être design et simulation des lignes de production d'électrolyseurs et de piles à combustible. En effet, je peux être un fabricant d'électrolyseurs, mais je peux aussi être une entreprise qui a envie de créer une gigafactory de production de piles à combustible en échelle, de production d'électrolyseurs en masse, afin de répondre à la demande du marché qui grandit fortement aujourd'hui. Ça va passer à travers la création de virtual twin, de lignes de production de ces équipements-là. Et enfin, la validation de la sécurité du stockage. Donc, la validation de la sécurité du stockage va passer à travers notamment de la simulation de pression dans le stockage de l'hydrogène et de fuite notamment, afin d'être sûr qu'on assure la sécurité de producteur jusqu'à l'utilisateur. Donc ici, toutes les images que vous voyez proviennent de notre modèle 3D en IP-free d'électrolyseur. En effet, chez Dassault Systèmes, on a vite compris que ça allait, qu'il allait falloir, si on veut créer des solutions autour de l'hydrogène, créer notre propre modèle en IP-free 3D pour tester nos solutions dessus. Sinon, on va pas vous vendre des solutions sans les avoir testées avant. Et c'est pour ça qu'on a créé ce modèle 3D. Donc, à usage vraiment interne, afin de pouvoir voir comment on peut tester nos solutions de simulation, nos solutions de maintenance, nos solutions de design dessus. Donc, on a créé notre électrolyseur que vous voyez à gauche, mais aussi notre cellule qui est intégrée à l'intérieur de l'électrolyseur avec différentes layers de plaques bipolaires et de membranes afin de faire nos tests. Donc, aujourd'hui, nos solutions pour les électrolyseurs, elles permettent beaucoup de choses.
notamment donc, améliorer l'efficacité de l'électrolyseur, donc à travers de la simulation multiphysique, de la simulation multi-échelle, prédire la dégradation des membranes, la durée de vie de l'électrolyseur. Comme on sait, l'hydrogène, c'est très corrosif. Comment on prédit cela? Optimiser la largeur, la hauteur, la longueur du canal à l'intérieur d'une plaque bipolaire, notamment à l'intérieur d'une cellule, pour réduire la chute de pression et améliorer le mélange de débit. Prédire la température à la sortie d'hydrogène, notamment, améliorer la sécurité grâce à des capacités avancées de simulation de structure de composition, faciliter l'intégration de l'électrolyseur dans le contexte d'utilisation finale. Donc ça, c'est ce que je vous montrais un petit peu avant avec le piping and tubing, et que vous voyez... non, c'est pas du piping and tubing. Vous voyez, là, vous voyez le piping and tubing en bas à gauche. Et capitaliser et automatiser le savoir-faire pour aider à la décision d'ingénierie en matière de tuyauterie et de tubes. Donc aujourd'hui, toutes ces solutions, on en parle à travers cette série de webinaires, on en parle aussi à travers des articles que je vous montrerai juste après, et aussi à travers nos clients. Nos clients, c'est notamment McPhy, donc un grand fabricant d'électrolyseurs alcalins en France, où vous pourrez retrouver par la suite l'article, donc la press release qui a été faite avec McPhy et Dassault Systèmes. Elogen, donc un manufacturier, un fabricant d'électrolyseurs PEM, donc une autre technologie d'électrolyseur. Sunfire, un fabricant qui fait à la fois de l'alcalin, donc des électrolyseurs alcalins et SOEC, donc vraiment une technologie un petit peu nouvelle sur le marché et très très innovante. Pour vous montrer qu'on ne fait pas non plus seulement des électrolyseurs, on a aussi un client allemand qui fait des plaques bipolaires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans la fabrication, il y a souvent des échanges de données entre les fabricants d'électrolyseurs et les fabricants de plaques bipolaires. C'est exactement ce qui se passe ici. On a un fabricant de plaques bipolaires qui ne fait pas d'électrolyseurs, mais qui vend ses plaques à des fabricants d'électrolyseurs. Et plus, voilà, en effet, comme c'est un marché très innovant, on a beaucoup de clients sur le sujet, mais pas beaucoup de public aujourd'hui. Voilà. Donc, beaucoup de confidentialité autour de ces sujets-là. Mais on n'a pas seulement des clients dans les électrolyseurs, mais aussi dans d'autres sujets de l'hydrogène qui adressent tout le process de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc, pour terminer, Dassault Systèmes parle de l'hydrogène. Donc, on fait à la fois en interne des recherches et notamment nos recherches techniques, nos analyses de simulation, notre modèle 3D en IP free d'électrolyseur afin de répondre mieux aux enjeux de nos clients. Et en externe, on veut en parler. On a fait des études sur le sujet, on a fait des interviews et on a fait notamment des white papers donc sur l'hydrogène que vous pouvez notamment trouver sur notre blog 3ds.com. La série de webinaires. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur le premier volet de la série de 4 webinaires. Et enfin, un article sur les électrolyseurs qui est relié à cette série de webinaires. Donc, encore une fois, merci à tous. Je vais regarder un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des Q&A. C'est vrai que je suis allée assez vite. Voilà, c'est pour terminer. Là, j'ai mis mon mail si vous voulez me contacter. Surtout que je pourrais sûrement pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. Voilà, c'est vraiment ma spécialité, donc je suis là pour ça. Alors, je vais regarder un petit peu les questions-réponses. J'espère que ça vous a plu. Alors, Nicolas Arros, donc bonjour, quelle est la différence entre green hydrogen et low carbon hydrogen? Alors, il faut faire très attention. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont... Alors, je ne vais pas parler de greenwashing, mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup jouer sur les mots de hydrogène propre, hydrogène vert, hydrogène bleu. Donc, il faut éviter de se faire avoir. Ce qu'on peut prendre, c'est la définition de l'ADEME. Je pense généralement, ils sont plutôt une bonne référence sur le sujet. L'hydrogène vert, ça va être l'hydrogène qui va être créé à partir d'énergie renouvelable. Tout court. Voilà, comme ça au moins on est sûr, c'est l'énergie renouvelable. L'hydrogène low carbone, ou dit propre ou bas carbone, ça va être celui qui est à partir d'énergie renouvelable, donc l'hydrogène vert, mais aussi l'hydrogène violet, c'est-à-dire créé à partir d'énergie nucléaire, donc dit low carbone, parce qu'on sait que ce n'est pas du zéro émission, mais que c'est du low carbone, et encore de l'hydrogène bleu. Donc l'hydrogène bleu, c'est
de l'hydrogène qui a été créé notamment à partir de charbon, mais où on a utilisé un équipement de carbone capture à la sortie qui recapture ce carbone, ces émissions de CO2. Donc, il est dit low carbone. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Donc, il faut faire attention. Beaucoup d'entreprises vont vous dire on fait de l'hydrogène vert et en fait, non, c'est pas forcément l'hydrogène vert. Beaucoup vont dire on fait de l'hydrogène propre et ça veut tout et rien dire. Voilà, pendant longtemps, ça a été difficile de savoir qui faisait quoi. Maintenant, on commence à vraiment mettre des couleurs sur exactement quel hydrogène est égal à quelle définition. Donc, c'est la définition que je peux vous donner aujourd'hui. Mais déjà, si on arrive à faire que de l'hydrogène low carbone, ça serait déjà super. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, 95% de l'hydrogène qui est produit mondialement est produit à partir de charbon et pas forcément des émissions qui sont recapturées. Donc, même un peu. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, Henri Levesque, vous m'avez demandé y a-t-il des solutions existantes permettant de tracer l'énergie utilisée pour la production d'hydrogène? L'énergie utilisée pour la production d'hydrogène. Alors, chez Dassault Systèmes, globalement, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire s'il y a des solutions. J'espère qu'en tout cas, ça va arriver avec l'augmentation du marché et parce que forcément, c'est une très bonne question, on en a avoir besoin. Maintenant, je sais que j'ai un de mes collègues aujourd'hui qui travaille sur du model based system thinking. Donc, c'est vraiment très technique, c'est du MBSE. Donc, le but, c'est de prendre, enfin, de comprendre tout un écosystème autour par exemple, de notre électrolyseur, de prendre absolument tout l'écosystème qu'il y a autour et d'analyser son impact environnemental, notamment donc, à travers l'énergie qui va être utilisée. Mais donc, c'est du model-based system thinking, donc c'est voilà, des calculs. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui parfaitement, ça répond parfaitement aux questions, je ne suis pas sûre. Maintenant, on a aussi une autre application chez Dassault Systèmes qui s'appelle le Life Cycle Assessment. Donc, on utilise une base qui s'appelle la base EcoInvent et c'est une base qui nous permet d'identifier aujourd'hui l'impact environnemental qu'on a à la production d'un équipement. Donc, notamment, si je veux produire mon électrolyseur, je peux dire, bah voilà, mes équipements, ils viennent de cet endroit-là, ils ont été importés de cette manière-là. On a utilisé cette énergie-là, notamment énergie renouvelable, énergie hydrogène vert, etc. Et donc, à la fin, à la suite, on a un peu notre empreinte carbone globale de notre équipement. Ça ne répond pas entièrement à votre question, j'en suis consciente. Je vais me renseigner de mon côté. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse me souvenir de cette question et revenir vers vous si je trouve quelque chose. Alors, attendez, là, il y a eu des... Alors, je n'avais pas vu toutes les personnes qui avaient parlé. Alors, Nicolas Haro, quel est le rendement d'un électrolyseur industriel à ce jour? J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas incroyable. Voilà, il faut le savoir. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Ça va vraiment dépendre aussi de la technologie que vous utilisez derrière. Est-ce que vous utilisez une membrane? Notamment si vous utilisez un électrolyseur alcalin, en fait, à l'utilisation, je crois que l'électrolyseur alcalin a un meilleur rendement que les autres innovations. Par contre, il met beaucoup de temps à démarrer grâce aux énergies intermittentes. C'est-à-dire qu'il fonctionne très bien si vous lui mettez de l'électricité qui vient du charbon. Par contre, si c'est de l'électricité qui provient d'énergies intermittentes telles que le renouvelable ou le solaire, l'éolien, vu que c'est intermittent, c'est-à-dire que ça peut très facilement s'arrêter et très facilement revenir. Et ce temps-là de démarrage, l'alcalin réagit beaucoup moins bien que le PEM, par exemple. Donc, encore une fois, je n'ai pas le chiffre exact. Je sais que les rendements ne sont pas incroyables aujourd'hui, mais ils tendent à fortement élever et à croître assez rapidement. Mais ça va dépendre de l'électrolyseur et ça va dépendre de ce que vous allez rechercher en termes d'innovation aussi. Est-ce que vous cherchez un électrolyseur qui réponde rapidement, qui s'allume rapidement et qui a peut-être un moins bon rendement? Ou que vous cherchez un électrolyseur qui va répondre plus lentement, mais qui va avoir un meilleur rendement, et notamment les alcalins n'utilisent pas de métaux rares. Voilà, c'est encore une négociation à faire aussi de votre côté. Et je crois que les nouvelles technologies, donc SOEC notamment,
tendent à coupler le meilleur de chaque technologie qui existe aujourd'hui déjà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu encore au stade de laboratoire. Mais si ça sort, ça serait super. Alors, donc Nicolas Arroge, vous aviez posé une autre question. La réaction inverse pour la pile à combustible, par exemple, a-t-elle le même rendement que celui de l'électrolyseur industriel? C'est pas comparable. Alors, non, je ne pense pas. Ce n'est pas comparable. La pile à combustible aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'une pile à combustible, elle a vraiment une utilité beaucoup plus petite, on va dire, en termes de mobilité. Ça va produire de l'hydrogène ou de l'électricité à beaucoup plus basse échelle que l'électrolyseur industriel. En termes de rendement, je ne suis pas sûre que ce soit comparable. Mais encore une fois, notre objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter le rendement avec la taille des cellules. Donc, bon, là, c'est une hypothèse de ma part, mais plus on augmente le nombre de cellules et plus on augmente la capacité de l'électrolyseur ou de la pile à combustible. Aujourd'hui, les piles à combustible qu'on a, c'est des petites piles à combustible, donc le rendement est largement moindre qu'un électrolyseur industriel ou qu'une pile à combustible stationnaire, donc à usage industriel. Ah, alors, je pense que j'ai répondu. Alors, Lynn Dogard, vous aviez demandé, on stocke les molécules d'hydrogène vert comment? En fait, il faut savoir donc il y a deux questions en une là. La première chose, c'est que l'hydrogène en tant que tel est une molécule qui stocke l'énergie. En fait, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Beaucoup de personnes vont vous dire l'hydrogène, c'est une énergie, c'est de l'électricité. Mais pas du tout. L'hydrogène, c'est une molécule qui vous permet de stocker l'énergie, c'est-à-dire que vous allez créer de l'énergie renouvelable. Et cette énergie renouvelable va être stockée dans votre molécule d'hydrogène vert. Donc, encore une fois, c'est un vecteur d'énergie. Donc, la molécule en tant que telle permet de stocker votre énergie renouvelable. C'est ça qui est génial avec l'hydrogène vert. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous pouvez réutiliser. Notamment, les piles à combustible ne produisent pas d'hydrogène. Les piles à combustible utilisent de l'hydrogène pour recréer cette électricité. Donc, en fait, ça vous permet de stocker. Aujourd'hui, on utilise de stocker cette énergie renouvelable. Aujourd'hui, on utilise des batteries pour stocker les énergies renouvelables, mais on sait que le rendement n'est pas incroyable. L'hydrogène pallie à ce problème-là. Donc, la deuxième question qu'il peut y avoir dans votre question, on stocke les molécules d'hydrogène vert, comment? Donc, on a compris que la molécule d'hydrogène vert est un moyen de stocker l'électricité, de stocker l'énergie des énergies renouvelables, donc un vecteur d'énergie. Et maintenant, ces molécules d'hydrogène, elles peuvent être soit stockées en tant que gaz dans un... Non, en fait, non. En tant que gaz ou liquéfié. Donc, en tant que gaz, ça peut être dans un stockage d'hydrogène classique, donc un tank de gaz vraiment très classique que vous pouvez voir pour tout et n'importe quoi, pour tout autre type de gaz traditionnel. Et ça peut être transporté de manière maritime, de manière par les airs ou aussi sous terre, souterraine, par les pipelines. Il faut savoir que le gaz, ça prend beaucoup de place, le gaz de l'hydrogène. Et comme on dit, c'est un petit peu dangereux parce que c'est difficile à repérer s'il y a une fuite. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont vouloir le liquéfier avant de le transporter parce que ça prend moins de place. C'est beaucoup plus simple de le stocker et que c'est plus simple aussi d'identifier des problèmes de sécurité. Par contre, si vous le liquéfiez, vous rajoutez un process. Sachant qu'aujourd'hui, ça coûte très cher de produire l'hydrogène, vous rajoutez un process qui coûte aussi cher, ça commence à être lourd en termes voilà, de financièrement parlant. C'est pour ça que là, c'est intéressant aussi de voir comment on peut améliorer le processus de liquéfaction de l'hydrogène. Voilà, donc vous avez deux moyens, c'est gazeux ou liquéfié. Et en fonction de ça, vous choisissez soit des pipelines souterraines, soit de manière dans l'air, soit aussi, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, pipeline, air maritime. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler récemment d'une entreprise qui voulait faire un dirigeable qui était en fait qui volait grâce à de l'hydrogène et en fait qui transportait cet hydrogène-là en même temps pour aller quelque part. Voilà. Bon, chacun aura son avis sur la question.
notamment en termes de sécurité, c'est à voir comment il fonctionne. Mais voilà, il y a beaucoup de petites idées comme ça qui pop-up un petit peu partout dans le monde et on essaye de voir comment on va gérer voilà, cette économie mondiale de l'hydrogène et cette effervescence autour du sujet et aussi comment on va répondre aux trois enjeux qu'on a vus, donc l'efficacité, la sécurité et l'eau. J'espère que j'ai un petit peu répondu à votre question. Je crois qu'il n'y a plus de questions que j'ai pas faites. Non, je crois que c'est bon. Et écoutez, s'il n'y a plus de questions, j'espère que... Non, alors attendez, je vérifie. Oui, c'est bon. Bon, il n'y a plus de questions. J'espère que ça vous a plu. Comme disait Viviana, je ne sais pas si elle en a parlé, mais le recording sera disponible à la fin de la série des webinars. Sachez que demain, même heure, il y a donc le webinaire plus technique sur la partie design et intégration sur site des électrolyseurs. Ça va être super intéressant avec deux experts du sujet, même trois experts, je crois. On a récemment annoncé qu'il y avait un troisième expert qui s'était intégré au sujet. Dans 2 jours, pareil, avec des experts de simulation, encore plus techniques sur les électrolyseurs. Et le dernier jour, on aura un expert dans les services après-vente et la maintenance des équipements dans l'hydrogène. Voilà, je vous remercie à tous. Viviana, est-ce que je coupe le webinaire ou est-ce que je te laisse couper? Je coupe. Merci beaucoup, Clara. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.